Natacha Vazder, merci encore d'être parmi nous. Je te laisse la parole pour nous faire cette masterclass. Vous l'avez vu, donc, de la dystopie, qui est un courant littéraire et cinématographique. Mais il y a de la science dedans, donc on va découvrir tout ça, tout le contexte. C'est à toi. Donc, merci beaucoup, Célim. Ce soir, je vais vous présenter en fait une conférence pour vous faire comprendre en fait ce qu'est réellement la dystopie, d'où elle vient, en fait tout le contexte historique. Alors, je ne vais pas vous embêter évidemment avec des dates, on n'est pas dans un cours, mais au moins quelques grandes idées et puis beaucoup de culture en fait par rapport à la dystopie, faire des références. Alors d'abord la première chose, ça c'est l'universitaire bien sûr qui parle. Eh bien, il y a un critique donc québécois qui s'appelle Darko Suvin et en fait qui a montré qu'il y avait un lien puissant, un lien historique en fait entre l'utopie et la science-fiction. Alors évidemment, je vous parle de l'utopie, vous allez voir pourquoi, parce que l'utopie est à la naissance en fait de la dystopie et il faut comprendre ce que c'est très brièvement ce que c'est que l'utopie pour pouvoir bien sûr comprendre d'où vient la dystopie. Et donc première citation, l'utopie, dystopie et la science-fiction, eh bien, ce sont deux arbres ou trois arbres, donc poussant au bord de l'histoire. Et j'ai trouvé que cette première citation était véritablement particulièrement intéressante et singulière. Alors, comment est-ce que l'utopie et la science-fiction, en fait, ça a été le sujet de ma thèse, comment est-ce que l'utopie et la science-fiction peuvent se rejoindre finalement? Eh bien, elles se rejoignent sur deux terrains. D'abord, premier terrain politique, parce qu'en fait, l'utopie propose en fait des modèles donc de civilisation et de société, et la science-fiction fait de même, même si évidemment parfois on le verra, il y a bien sûr beaucoup de critiques, mais aussi en fait un lien de progrès scientifique, parce que l'utopie, alors je vais vous citer très souvent Thomas More, mais par exemple Thomas More, eh bien on était en 1516 lorsqu'il a écrit donc Utopia, on avait par exemple l'abolition de la propriété, on avait des maisons, enfin tous les utopiens avaient chacun des maisons confortables, vous voyez, des jardins, c'est-à-dire un projet de vie, de société extrêmement confortable qui tranchait complètement, vous imaginez bien, avec la pauvreté donc, et la misère d'une grande partie de la population à la Renaissance. Alors, autre chose, c'est que l'utopie, eh bien, elle est nécessaire en fait pour que nous avancions. C'est-à-dire que vous allez voir, je terminerai peut-être avec des images qui ne seront pas très, on va dire, positives, mais je vous montrerai aussi des images d'espérance. Parce que dans l'utopie, il y a un principe qu'on appelle le principe espérance. C'est-à-dire que l'humain a toujours eu besoin, en fait, de se projeter, même si le monde va très mal, et ne nous l'aurons pas, le monde va quand même particulièrement mal en ce moment, mais l'humain a toujours besoin de se projeter, d'avoir des visions positives. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, le premier qui a vraiment théorisé en quelque sorte ce principe espérance, eh bien c'est Oscar Wilde, donc l'écrivain anglais. Une carte du monde qui n'inclurait pas l'utopie n'est pas digne d'un regard, car elle écarte sans cesse le seul pays auquel l'humanité sans cesse aborde, puisque l'utopie, eh bien c'est tout à fait universel. Et vous voyez ici que dans mes choix d'images, en fait, j'ai choisi un livre donc de Serge Lehmann, qui est un écrivain extrêmement talentueux donc de la science-fiction française. Et il a écrit en fait une nouvelle qui s'appelle Nulle part à l'Hyvérion. Et Nulle part à l'Hyvérion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait dans la cartographie GPS en fait de la planète. Eh bien, il y a un endroit qui va échapper à cette cartographie GPS, et c'est là que va se trouver l'utopie. Pourquoi? Parce que l'utopie, c'est le pays donc de nulle part. Et donc, c'est un endroit qu'on ne va pas retrouver sur les cartes et où on pourra éventuellement inventer une nouvelle société, une nouvelle communauté humaine. Alors, en fait, l'utopie, on peut également l'appeler en fait des eunomies, c'est-à-dire des mondes où l'on se sent particulièrement bien, parce que dans utopie, il y a aussi le monde de nulle part, mais aussi le monde où l'on est bien. Et en fait, c'est déjà des images qui existaient depuis l'Antiquité. Donc, j'ai choisi, par exemple, l'image de l'Atlantide. L'Atlantide était une utopie pendant l'Antiquité. Elle a été citée, par exemple, par Platon dans le Critias. Et puis, vous aviez
aviez notamment ce qu'on appelait le mythe des âges d'or au Moyen-Âge ou du pays de Cocagne. Et enfin, en fait, vous allez avoir l'utopie littéraire qui va se développer. C'est donc l'image du milieu, c'est donc le fameux Utopia de Thomas More, et qui va avoir en fait des répercussions sur le réel. Et je ne sais pas si vous connaissez le lieu, l'image que j'ai mis donc sur la partie donc, droite ici de ma slide. Est-ce que vous connaissez cet endroit? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est un endroit qui existe réellement, donc dans la petite ville de Guise, dans le nord. Et en fait, cette ville, eh bien, c'est le familistère de Gaudin. Et Charles-André Gaudin, en fait, c'était qui? Eh bien, c'est celui, peut-être que les poêles Gaudin, ça vous dit quelque chose? Donc les poêles Gaudin, c'est cet industriel qui a fait fortune en fait dans la fabrication donc des poêles de fonte au XIXe siècle et qui a voulu créer son utopie à lui. Et je l'ai visité pour la première fois en novembre. Alors je vous ai mis juste, vous voyez, une photo de ce type. D'abord, c'est un très très bel endroit. Et ensuite, eh bien, des choses absolument incroyables. Nous sommes en 1865. Gaudin propose donc à ses habitants, par exemple, une sécurité sociale, une assurance chômage, une salle de spectacle, des appartements chauffés, ventilés, avec, par exemple, des services donc, de buanderie et l'eau courante. On est en 1865. Imaginez ce que ça pouvait être pour des ouvriers. Et il y avait également, alors quelque chose qui m'a complètement émerveillée, il avait même construit une piscine avec un sol, vous savez, qui se montait pour les gens, évidemment au 19e, les gens ne savaient pas beaucoup nager, ne savaient pas nager, donc pour apprendre à nager aux enfants, aux adultes. Donc il y avait un niveau de confort absolument extraordinaire. Et vous savez quoi? Charles Gaudin a eu énormément d'ennemis, justement, en construisant son utopie réelle. Vous voyez? Donc ce glissement entre finalement ces visions d'espérance que l'on va voir s'égrener au cours des siècles et puis eh bien, des réalisations véritablement donc, au XIXe siècle. Et alors le symbole qui va nous faire basculer de l'utopie finalement à la dystopie, eh bien, il va arriver en 1917. Pourquoi? Parce qu'en 1917, c'est la révolution donc communiste, la révolution bolchevique, et elle va utiliser en fait tous les principes qui ont été édictés par Thomas More. Et donc Lénine va faire, vous voyez, à partir de ce cénotaphe en fait qui avait été érigé pour les 300 ans des Romanov, eh bien, il va faire effacer donc tous les noms donc de la famille Romanov et il va donc rajouter donc la révolution et les révolutionnaires bolcheviques vont rajouter les noms en fait de tous ceux qui ont contribué à la révolution communiste, dont Thomas More. C'est pour ça que je vous ai mis cette image. Et alors, ce qui est quand même intéressant, notamment, c'est que en fait, le communisme est une utopie au départ, et très très vite. Parce qu'un des artisans, évidemment, de cette révolution bolchevique, c'est Staline. Et très vite, en fait, cette révolution et l'instauration du régime bolchevique, eh bien, va très vite tourner à la dystopie et surtout à l'enfer. Pourquoi? Eh bien parce que Staline était quelqu'un qui avait des idées extrêmement autoritaires et la disparition de Lénine, évidemment, pour lui, va être du pain béni et il va poursuivre Léon Trotsky qui faisait partie, en fait, donc, de cette triade de révolutionnaires, va être obligé de s'exiler et Staline va le poursuivre ou il le fera assassiner au Mexique en 1937. Et donc, à partir de là, eh bien, l'utopie littéraire, à partir du moment où elle se réalise dans le réel, véritablement, du côté de la littérature, on va basculer dans la dystopie. Alors, dans cette dystopie, ces dystopies, ou des utopies ou des dystopies, on va en retrouver également beaucoup dans la science-fiction et notamment dans ce qu'on appelle le post-apocalyptique. Donc, le post-apocalyptique, qu'est-ce que c'est? C'est un sous-genre de la science-fiction où on va retrouver en fait des mondes complètement détruits par tout un tas de raisons. Donc, par exemple, dans La Compagnie des Glaces, qui est une immense saga avec plusieurs dizaines de romans de Georges-Jean Arnaud, eh bien, le monde se retrouve, en fait, il y a eu un dérèglement climatique, le monde se retrouve glacé, et en fait, il n'y a plus que les trains qui sont capables, en fait, de porter, d'être un mode de transport. Dans Exode de Jean-Marc Ligny, alors ça, je vous conseille vraiment la lecture de ces œuvres-là. Dans Exode de Jean-Marc Ligny, autre auteur français, eh bien, on est en plein dans le dérèglement climatique et il nous projette. Alors, il a travaillé avec les scientifiques du GIEC, Jean-Marc Ligny, et il va
va nous projeter en fait en l'an 2100, c'est-à-dire au moment où on va commencer à percevoir des changements extrêmement profonds sur notre planète, sur la faune et sur la flore. Je vous donne un exemple entre 100, moi qui m'a beaucoup marqué à la lecture de ce roman, par exemple, eh bien, c'est la mer du Nord est devenue tellement chaude qu'en fait, il y a eu un développement de méduses, vous savez, des espèces de grosses méduses gélatineuses là qu'on retrouve actuellement donc au Japon, et la mer est devenue complètement acide, et si vous naviguez avec un bateau en plastique, eh bien, le plastique fond en fait, et vous mourrez au milieu des méduses. Vous voyez, c'est le genre de changement qui est quand même un changement extrêmement profond. Dans Wang de Pierre Bordage, eh bien, ce sont des hordes de migrants. Alors quand je dis hordes, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a des déséquilibres dans le monde entier et qu'il y a beaucoup de gens d'Asie en fait, qui veulent venir donc en Europe. Et l'Europe, donc c'est un roman qui a été écrit en 1995, et l'Europe construit un gigantesque mur en fait, pour se protéger en fait, de ces hordes migratoires. Vous voyez, je pense qu'on n'en est pas si loin que ça en fait, par rapport à nos gouvernements. Alors, dans ces mondes qui sont quand même des mondes très désespérants, hein, les mondes post-apocalyptiques, eh bien, parfois il va y avoir des naissances d'utopies extrêmement fragiles, parfois régressive, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout évidemment dans un monde de consommation et une civilisation construite. On va être plutôt dans la survie de petites communautés, comme dans Maléville. Alors ça, c'est une affiche du film, mais c'est un roman de Robert Merle qui date de 1972, où le monde a été... Et la France, on est en Dordogne, hein, donc c'est pas très loin évidemment de Limoges. On est en Dordogne, et donc la Dordogne a subi, enfin la France a subi des explosions thermonucléaires. La route de Cormac McCarthy, qui est un chef-d'œuvre absolu, aussi bien en roman d'ailleurs que dans l'adaptation cinématographique, donc avec Viggo Mortensen. Et alors, un ouvrage, là aussi, dont je vous conseille la lecture, de Gene England, qui s'appelle Dans la forêt. Et là, c'est une sorte de post-apocalyptique, vous voyez, d'érosion de notre monde. C'est-à-dire, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui perdent leurs parents, qui se retrouvent dans une maison un peu isolée, parce que ses parents vivaient en fait dans une maison, leurs parents, pardon, vivaient dans une maison isolée. Et puis elle se rend compte en grandissant que en fait il n'y a plus d'approvisionnement au petit supermarché du coin, et puis que leurs réserves de la maison s'épuisent, qu'il n'y a plus de voitures, qu'il n'y a plus personne autour d'elles, et qu'elles vont devoir survivre donc dans la forêt. Vous voyez, donc c'est des situations presque réalistes que nous pourrions tout à fait envisager. Je reviens 2 secondes sur la dystopie, donc monde inversé de l'utopie. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas comprendre donc, la notion de dystopie si vous ne comprenez pas la notion d'utopie. Donc, sur la gauche, vous avez l'image en fait, de l'utopie donc, de Thomas More. Thomas More qui avait même inventé, vous le voyez ici, un alphabet donc, dans le monde de l'utopie. Et ce premier passage en fait, à la dystopie au XXe siècle, même s'il y a quand même des œuvres, mais bon, là, je n'ai pas le temps évidemment de vous en parler, même s'il y a des œuvres dystopiques au XIXe siècle. Et donc, Zamiatin, auteur russe, vous comprenez, c'est pas un hasard. Donc, va écrire en 1922, va faire paraître un ouvrage, alors qui s'appelle, ça c'est la nouvelle traduction, Nous ou Nous autres, et qui va raconter en fait l'avènement d'une société qui va totalement prendre le pouvoir sur les individus. Les individus n'ont plus de nom, n'ont plus d'identité, ce sont simplement des numéros, et ils sont gérés par une espèce de figure tutélaire qu'on appelle le bienfaiteur, et qui ressemble à quelqu'un d'assez massif avec une moustache relativement fournie. C'est bien évidemment la figure de Staline. Vous voyez, et on est en 22. C'est-à-dire au moment où vraiment Staline prend le pouvoir, eh bien, du côté de la littérature, l'utopie va se transformer en dystopie. Alors, pour comprendre, donc, vous n'allez pas évidemment peut-être tout lire, mais pour vraiment bien comprendre cette notion de dystopie, regardez le paragraphe central. Donc, le mot dystopie vient de l'anglais dystopia, qui a été formé par l'association du préfixe dys et du radical donc d'origine grecque, topos, qui veut dire le lieu. Et donc, le préfixe dys, emprunté au grec dus, signifie négation, malformation, erroné, difficile. C'est-à-dire qu'une dystopie, c'est un monde où l'on est mal. Vous voyez, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, alors que l'utopie est strictement l'inverse. Donc ça, vous voyez, rien que dans l'étymologie du terme, vous pouvez bien évidemment comprendre ce que c'est que la dystopie. Et puis la dystopie, là on va rentrer dans les principes en fait, de la dystopie. Très souvent, la dystopie, elle va emprunter à ce qu'on appelle en littérature
et évidemment aujourd'hui donc en série, ce qu'on appelle le mundus inversus, c'est-à-dire en fait les mondes inversés ou les mondes à rebours. Et là, la littérature, elle fournit alors tout un tas d'exemples. Vous allez voir que vous connaissez particulièrement bien. Et alors, vous donner un exemple, donc dans la série Stranger Things, donc des frères Duffer, c'est complètement en fait l'illustration et la représentation, vous voyez, de ce monde inversé qui existe en fait en parallèle donc du monde réel. Et par exemple, au 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien, il y a un auteur qui s'appelle Lucien de Samosate, qui vivait dans l'Empire romain et qui a écrit l'histoire véritable, histoire d'un voyage sur la Lune. Et en fait, sur la Lune, eh bien, ce sont les hommes qui donnent naissance aux enfants. Alors, pas dans le ventre, vous voyez, il y a une illustration du 19e siècle, mais dans le mollet. Donc, quand l'enfant il est mûr, en fait, en quelque sorte, on ouvre le mollet et donc l'enfant va naître. Vous voyez, donc ce sont premier monde inversé, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui donnent naissance aux enfants. Et puis, il y a à partir du XVIIIe siècle donc, des figurines, de ce qu'on appelle des figures du monde renversé. Et en fait, dès cette époque-là, il faut bien comprendre qu'il y avait des gens qui réfléchissaient sur l'exploitation des animaux. Alors, je ne vous dis pas qu'ils étaient antispécistes, parce qu'on est quand même 3 siècles avant la naissance du mouvement. Mais voyez, dans ce monde renversé, eh bien, ce sont les animaux qui prennent le pouvoir sur les humains et qui les exploitent. Vous voyez, et il y a une certaine jouissance, en fait, dans ces mondes renversés, parce que quelque part, eh bien, c'est l'injustice des exploités sur les exploitants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait intéressant. D'autres exemples que vous connaissez ou que vous avez déjà peut-être parcouru dans votre vie. Donc, Jonathan Swift, Gulliver, donc dans les mondes inversés, on est au XVIIIe siècle, où ce sont les chevaux qui conduisent donc des humains. Alors, des humains qui ne sont pas représentés de manière très positive, vous le voyez. C'est des êtres un petit peu grossiers. Gulliver, c'est pareil, c'est en fait des utopies, ou pas encore des dystopies, mais c'est des utopies plastiques, des mondes inversés qui vont se retrouver avec des formes totalement différentes, avec évidemment le personnage de Gulliver qui est un géant chez les Lilliputiens et qui est un Lilliputien ou un tout petit homme donc au pays des géants. Et cette espèce de plasticité de forme, en fait, vous allez voir, on va la retrouver après, bien évidemment aussi, dans la dystopie. Alors, les deux fonctions, en fait, de la dystopie, qu'est-ce que c'est ? D'abord, on a une fonction critique qui est souvent radicale dans sa négation d'un présent insatisfaisant. C'est-à-dire que la représentation littéraire, et on le verra tout de suite après, la représentation au cinéma, elle a cette fonction critique. Et ensuite, deuxièmement, elle a une fonction constructive, positive, projective, où des solutions alternatives sont recherchées et proposées. C'est-à-dire que très souvent, aussi bien dans l'utopie que dans la dystopie, en fait, on va retrouver donc ces deux fonctions. Et c'est pour ça que ces œuvres-là, si vous voulez, elles sont, pour nous, elles ont un intérêt capital et que nous sommes fascinés par ces dystopies ou par ces utopies, parce qu'elles ont ces deux fonctions, c'est-à-dire à la fois la fonction quelque part désespérante qui est la fonction critique, mais dont nous avons besoin. Et souvent je demande par exemple aux hommes et aux femmes politiques s'ils connaissent ces œuvres littéraires ou ces œuvres cinématographiques. Et je peux vous assurer que très peu, en fait, lisent ou s'intéressent en fait à la dystopie à cause de cette fonction critique. Mais nous, lecteurs, spectateurs, c'est ça que nous aimons en fait dans la dystopie, c'est que nous avons des personnages qui sont des personnages véritablement rebelles. Et évidemment, un des exemples de ce monde renversé, là aussi, qui va cumuler absolument tous les éléments dont je vous ai parlé, eh bien, c'est La planète des singes de Pierre Boulle, qui, évidemment, avant d'être un film et une saga, véritablement, puisqu'on a eu, je crois, le dernier il y a 2 ans maintenant, le dernier opus, eh bien, c'était un roman qui s'appelait bien sûr La planète des singes, qui a été publié en 1963. Et alors, quand j'ai travaillé sur ce sujet-là, je me suis rendu compte qu'il existait, vous voyez, des illustrations. Alors, notamment une illustration qui datait du XVIe. Décidément, à la Renaissance, il y avait quand même beaucoup d'idées en germe. Et donc, ça s'appelle Singerie. Et on voit déjà en fait des singes, comme dans La planète des singes, vous voyez, qui sont à la place des humains. Et donc ce qui est très intéressant évidemment dans La planète des singes, c'est cette espèce d'inversion, alors c'est ce qu'on appelle aussi une ethnofiction, c'est cette espèce d'inversion entre
l'humain et le singe. Et dans le photogramme que je vous ai choisi du film donc, de Franklin Schaffner, qui date de 1968 avec Charlton Heston, vous voyez bien ici cette inversion des rôles entre évidemment le singe intelligent qui croit l'humain en fait totalement inintelligent et qui va être avec lui comme nous le sommes évidemment avec les animaux et évidemment ce sont des animaux de laboratoire, voyez. Donc bien sûr le personnage dans le roman comprend bien qu'il devient un personnage donc de laboratoire. Si je reviens donc à cette dystopie, et je vous ai dit donc cette fonction critique très importante, eh bien la dystopie, elle constitue vraiment une arme de l'esprit critique. Et je cite Georges Semprin, qui a préfacé Nous autres donc de Jane Zamiatine, elle nie le présent, le dissout même en projetant sur lui la lumière d'un avenir lointain et redoutable. J'ai écrit un article pour Nathan sur la dystopie et je l'ai appelé en fait ce titre « La dystopie, le pire et à venir ». Donc vous voyez avec ce jeu de mots sur le terme à venir et sur évidemment la locution à venir avec le verbe. Et alors, je passe, excusez-moi, on va aller un petit peu vite. Alors, cette dystopie, je vous avais dit, a des germes, en fait, avant dans la littérature. Par exemple, la fable des abeilles de Bernard de Mandeville. Donc, on est au XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Le monde tel qu'il sera, donc d'Émile Souvestre. Là, on est dans la seconde moitié du XIXe siècle. Jules Verne. Alors pourquoi je cite Jules Verne pour la dystopie ? Eh bien parce que dans son ouvrage donc L'île à hélice, alors il y en a deux en fait, il y a les 500 millions de la Bégomme et il y a l'île à hélice. Et dans les 500 millions de la Bégomme, vous avez deux mondes. Il y a Franceville qui est un monde utopique et vous avez de l'autre côté en fait l'utopie du docteur Schulz, alors qui est un Allemand, c'est la cité de l'acier, une cité noire, une cité où on exploite les ouvriers, ce qui n'est pas le cas évidemment de Franceville. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de nationalisme chez Jules Verne, mais dans ces deux romans, vous avez en fait cette double partition, utopie, dystopie. Et puis un auteur, Edward Bellamy, qui s'appelle Looking Backward, c'est-à-dire en fait, on est en l'an 2000. Et en fait, il va critiquer quelqu'un de l'an 2000, va voyager en fait dans le temps, et puis va aller dans le 19e siècle et va critiquer en fait le 19e siècle depuis l'an 2000. Vous voyez, mais on est toujours en fait dans cette fonction critique. Je pourrais citer H.G. Wells. Donc H.G. Wells, c'est quasiment le fondateur de la science-fiction en Europe avec Jules Verne. Hein. C'est un auteur que vous connaissez bien. C'est La machine à explorer le temps. C'est l'île du docteur Moreau. Et puis d'autres qui sont des véritables précurseurs en fait de la dystopie capitaliste. Jack London, que vous connaissez peut-être pour ses récits du Grand Nord. Et Jack London a écrit beaucoup de romans, dont un qui s'appelle Le Talon de Fer, qui se passe au XXVe siècle et où la société est soumise à un capitalisme vraiment triomphant, écrasant. Et alors, une petite curiosité de Claude Farrer, c'est un auteur français qui s'appelle Les Condamnés à mort, écrit en 1919. Et en 1919, il imagine qu'il y a en fait une sorte de patron gigantesque qui maîtrise quasiment toute la production du blé sur la planète, qui a donc un pouvoir incroyable, et c'est lui qui va devenir quasiment le maître du monde. Un chef d'entreprise qui devient le maître du monde, je pense que ça vous rappelle une figure. À chaque fois, on va retrouver donc les mêmes principes de la dystopie et ce pourquoi, évidemment, nous pouvons appeler telle ou telle œuvre une dystopie. Donc là, je vais mélanger littérature, vous allez voir, et cinéma. Donc la première chose, c'est que nous avons un pouvoir qui exerce une violence systémique, étatique pour annihiler l'individu. En fait, c'est un pouvoir en guerre contre sa propre population. Là non plus, évidemment, ça ne nous rappelle pas du tout de la réalité ou des situations réelles. Un roman, par exemple, de Owen Gregory, Mécania, le super-État, qui date de 1918. Svastika Night, en 1937, alors d'une autrice complètement inconnue au bataillon, qui a été donc rééditée il y a quelques années. On est en 1937 et elle imagine que les nazis en fait dominent le monde, notamment aux États-Unis.
Donc là aussi, vous voyez, il y a quand même la science-fiction et la dystopie nous montrent quand même beaucoup d'éléments en fait de notre présence, quand même très visionnaire. Donc Ray Bradbury, Fahrenheit 451, et puis bien sûr Margaret Atwood, La Servante écarlate, qui a été écrit en 1985 donc par Margaret Atwood. Margaret Atwood ne pensait pas du tout que son roman risquait d'advenir dans la réalité. Depuis, elle est beaucoup revenue. Elle a même tourné, vous savez, un petit caméo dans la série Les Testaments, actuellement sur Netflix, et c'est la suite de la série donc de La Servante écarlate. Deuxième point, la violence structurelle et plastique de la dystopie. Alors pourquoi je parle de plastique ? En réalité, parce que c'est une violence qui va prendre plusieurs formes. D'abord, nous avons la violence, par exemple, dans 1984, de la surveillance des télécrans. Donc c'est l'État qui va imposer en fait la surveillance via de gigantesques écrans. Donc dans tous les lieux publics et tous les lieux privés. Vous ne pouvez pas échapper à la surveillance. Alors aujourd'hui, je vous ferai quand même remarquer qu'on n'a pas de télécran, mais on a des smartphones. C'est une entreprise privée, ce sont des entreprises privées, mais c'est nous-mêmes, en fait, qui nous mettons sous surveillance généralisée. Et sauf si vous éteignez votre smartphone ou si vous touchez en fait les paramètres, dites-vous bien que Google sait absolument toujours où vous êtes ou avec qui. Enfin, quand je dis avec qui, ils voient par le réseau. Enfin, il y a des statistiques en fait où ils arrivent bien évidemment à nous repérer. Donc, on est dans une ère de la surveillance généralisée. Mais ce n'est pas l'État, c'est une entreprise privée. Playtime de Tati. Alors, Tati, Tati fait de la dystopie, absolument. Dans ce film-là, où on voit, vous voyez, les individus qui sont enfermés dans ces espèces d'open space, on est des dizaines d'années avant la réalité de ce que nous vivons dans certaines entreprises avec ces open space, vous voyez, c'est-à-dire la déshumanisation des individus par le travail. Ça, c'est un photogramme ensuite en bas, donc de Nous autres de Jane Zamiatine, où les personnages n'ont pas le droit d'avoir ni des relations sexuelles, ni des relations amoureuses, ni d'éprouver du bonheur, et ils n'ont qu'un seul numéro. Il y a une déshumanisation totale des individus. Et puis, ce film que j'aime beaucoup, parce que c'est un des tout premiers films de George Lucas, donc, qui est en 1971, qui s'appelle THX 1138. Je vous montre donc quelques photogrammes où les individus sont rasés, on leur fait prendre des drogues, ils vivent dans des environnements complètement blancs et surtout, ils sont complètement, on va dire, dominés par des policiers des policiers robots qu'on va retrouver bien sûr dans Terminator. Ça, c'est la science-fiction qui va en quelque sorte, vous voyez, qui va faire des références entre les différents films. La dystopie, la violence, c'est aussi des espaces et des architectures de l'inconfort. Parce que si vous voulez avoir du pouvoir sur des individus, il faut les faire vivre dans des espaces où ils n'auront pas de confort et où ils n'auront pas de bonheur. J'ai pris des photos donc, de Brésil de Terry Gilliam en 1985 avec une architecture complètement écrasante. Je vous rappelle que Staline a fait exactement la même chose et aussi en Roumanie ont utilisé ces principes-là. Vous voyez cette espèce d'architecture massive qu'on va retrouver, dernier photogramme, dans Blade Runner de Ridley Scott en 1982. Mais là, ce n'est pas l'État, en fait. C'est, encore une fois, c'est une entreprise, c'est la Tyrell Corporation, qui a un pouvoir absolument immense, qui pèse plusieurs milliards. Et on va retrouver ce parallèle dans ces architectures massives pour complètement écraser les individus. Architecture de l'inconfort aussi dans le procès d'Orson Welles, adaptation du roman de Franz Kafka. Vous voyez où le personnage, il est complètement perdu dans ces décors qu'il ne comprend pas et l'espace change en fonction du lieu où il se trouve. C'est-à-dire parfois il est dans des appartements où il est complètement écrasé et puis parfois il est dans des lieux où les portes sont trop grandes pour lui, vous voyez, comme on a sur ce photogramme-là. Donc en fait, il ne comprend pas dans quel espace, on va dire, il se meut. Et ça, c'est aussi un des éléments donc, de la dystopie. Troisième point, drogue et aliénation de l'individu. Évidemment, pour supporter un monde cauchemardesque, il faut prendre de la drogue. Il y a un bonheur insoutenable, dans la Calocaïne de Karen Boyle, qui date de 1939, et dans, évidemment, Brave New World, c'est-à-dire Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley.
avec le soma, qui est cette drogue en fait qu'on prend pour supporter ces sociétés. Et puis, dernier point, la torture. L'individu dans les dystopies, alors même dans les contre-utopies qui vont encore plus loin, eh bien, il est torturé. Donc, par exemple, dans 1984, la torture ultime, c'est la salle 101. C'est la pire chose que vous pouvez imaginer, vous. Vous pouvez avoir peur des insectes, peur des rats, peur d'être enfermé, vous savez, dans un cercueil sous terre. Vous pouvez être agoraphobe. Enfin, toutes vos phobies, eh bien, ce système-là, dans 1984, se sert de vos phobies pour vous torturer et annihiler votre esprit. Et encore une fois, écraser l'individu. Deuxième point, l'essence de la torture, la banalisation de la torture dans Brésil de Terry Gilliam, vous voyez, où on pousse l'individu en fait à la folie. Et si vous n'avez pas vu ce film, c'est vraiment un film extraordinaire, c'est vraiment je pense une des meilleures dystopies parce que c'est une dystopie administrative. C'est l'enfer de l'administration. Alors, dernier petit point, renouvellement contemporain de la dystopie. La violence de l'État libéral. Je vous l'ai dit, on est passé en fait de l'État soviétique écrasant à l'État libéral où l'État en fait va vendre en fait des parties de son fonctionnement à de grandes entreprises privées. Si vous aviez une seule référence, c'est Lofstar. Alors c'est un écrivain islandais, Andri Snær Magdason, parce que j'ai fait une table ronde avec lui en 2016. Et en fait, c'est un monde qui est une dystopie en fait où celui qui tient le monde et qui gouverne le monde, eh bien c'est un gigantesque chef d'entreprise type Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, etc. Des dystopies également contemporaines aujourd'hui qui s'adressent plutôt aux jeunes. Quoique c'est déjà un petit peu passé, vous voyez, tout ça, ça a déjà presque 15 ans. Mais la dystopie s'adressait véritablement donc aux plus jeunes avec Hunger Games, Divergent, The Giver, Le Labyrinthe, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont la trentaine, je pense que c'est des choses que vous pouvez retrouver facilement. Et alors, donc, je finis avec, en fait, la dystopie aujourd'hui. Nous vivons dans un monde dystopique, on pourra éventuellement discuter après. Le monde dystopique, selon Trump, Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel. En fait, pourquoi ? Parce que nous vivons dans un réel dystopique. Ils veulent faire advenir donc leurs images de science-fiction. Mais en fait, c'est des images de série B de science-fiction, vous voyez, sans la réflexion sociétale qui va avec. Et donc, ça donne des images complètement, un peu folles, c'est-à-dire tous les projets fous de Starship, donc d'Elon Musk et de SpaceX, qui parfois ne réussissent pas du tout. L'espèce de robot, là, très moche, c'est un robot d'une entreprise polonaise qui s'appelle Proclone. Et en fait, Proclone, ils se sont fondés sur la série Westworld, où vous avez des êtres artificiels, mais qui sont très beaux, parce que c'est le cinéma, c'est les séries. Vous avez des effets spéciaux. Là, vous avez une espèce de carcasse métallique sur lequel on va tendre du plastique. Donc, c'est absolument... moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça absolument immonde. Et puis, évidemment, les vrais robots, en fait, sont pas vraiment ceux de la science-fiction. Et donc, je termine là-dessus, parce que pour moi, alors, une des utopies actuelles qui est en train de virer à la dystopie totale, eh bien, c'est ce projet fou donc des Émirats Arabes Unis qui s'appelle Neom, The Line, où en fait ils veulent construire une ville en hauteur. Donc à gauche, le projet tel qu'il a été rêvé. Et à droite, la réalisation qui prend du temps. Évidemment, ça ne marchera jamais. Vous ne pouvez pas avoir un tel environnement en plein désert avec 50 degrés par jour. Donc c'est vraiment, si vous voulez, des projets, ce monde-là qu'ils nous proposent. C'est pour ça qu'on parle de réel dystopique, parce que pour moi, on est dans une série B de science-fiction et pas du tout dans les rêves de la science-fiction. Ça va, c'est l'heure, c'est bon ? Ok. Donc, merci.